Alors, bonjour tout le monde. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui dans ce webinaire sur les bonnes pratiques, en fait, et les trucs et astuces de Secure Exchange. Je me présente, Cédric Boivin, le président fondateur de Secure Exchange. J'ai mon collègue Jonathan Tellier qui est également dans la rencontre avec nous. Donc, si vous avez des questions durant le webinaire, n'hésitez pas à les poser. Jonathan, tout au long du webinaire, va prendre le temps de répondre à chacun d'entre vous et on va faire un résumé à la fin des questions pour que tout le monde puisse en bénéficier. Alors, merci de passer votre heure de dîner pour certains et votre début de soirée pour d'autres. Donc, je pense aux gens qui sont en Europe. Merci de vous être joints en grand nombre. Donc, l'objectif de la rencontre aujourd'hui est vraiment là, de faire un survol de Secure Exchange pour vraiment que vous soyez en mesure de bénéficier de 100% des fonctionnalités que la plateforme peut vous offrir. Aujourd'hui, on va faire la démo avec Outlook. Par contre, les utilisateurs Gmail devraient être en mesure de se retrouver relativement bien. Les interfaces sont très similaires et les fonctionnalités sont semblables. Il y a certaines fonctionnalités qui n'existent pas dans le connecteur Gmail. Par contre, ils seront mentionnés au courant de la démo. Donc, n'hésitez pas. Alors, ça commence comme suit. Donc, on repart du début. Donc, lorsque vous avez Secure Exchange d'installer, vous savez que c'est un add-in qui est installé directement dans votre Outlook, dans votre Microsoft Outlook. Alors, on va revoir comment envoyer de l'information confidentielle à un tiers. Vous devez savoir en partant qu'ici, j'ai 2 boîtes courriel de configurer dans ma boîte Outlook. Donc, c'est le détenteur de la licence et ce sera ici le destinataire avec lequel je vais interagir tout au long de la démo pour vous montrer comment la personne reçoit le courriel que vous allez lui faire parvenir. Donc, je vais communiquer avec cboivin@secureexchange.info. Alors, si on souhaite envoyer des documents confidentiels, donc documents confidentiels à un tiers, donc tout ce qu'on a à faire, évidemment, pour ceux qui sont déjà au courant, donc voici les documents. On attache les documents simplement comme c'est fait à toutes les fois qu'on attache des documents directement dans Outlook. Donc, on va sélectionner les fameux documents, que ce soit des bilans, des états financiers, permis de conduire, peu importe. Donc, ici, on a pris des exemples de documents qui pourraient avoir de la sensibilité. Et lorsqu'on fait envoyer, la fenêtre de Secure Exchange apparaît. Vous avez différentes options qui s'offrent à vous. Donc, dans les bonnes pratiques, on recommande, lorsque c'est des documents seulement qui doivent être protégés, de protéger les pièces jointes seulement. Je vais vous montrer la différence entre les deux. C'est beaucoup plus agréable pour la personne avec qui on n'a jamais interagi. Cette personne-là va pouvoir justement voir le corps de votre message, donc le texte que vous allez recevoir, plutôt que de protéger le message en entier. Différentes options qui s'offrent à vous. Donc, on peut également ajouter un mot de passe ou encore un code SMS. Donc, si le contact fait partie de votre carnet d'adresses dans Outlook, lorsque vous allez cocher code SMS, automatiquement, le numéro de cellulaire va se saisir. Vous pouvez entrer également un mot de passe. Donc, je pourrais rentrer, par exemple, 1, 2, 3, 4. Évidemment, il y a les bonnes pratiques de mot de passe ou suggérer un mot de passe si l'option est activée dans votre portail. Donc, ici, on a un mot de passe fort. Vous devez savoir que si vous ajoutez un mot de passe, vous devrez communiquer ce mot de passe-là par un autre canal que le courriel. Donc, que ce soit par téléphone directement, que ce soit sur un chat quelconque, donc vraiment dans un autre canal que le courriel lui-même. Donc, on ne va pas lui envoyer le mot de passe dans un deuxième courriel. Ce serait l'équivalent de verrouiller la porte et de mettre la clé en dessous du tapis. Donc, on cherche à éviter ce genre d'éléments-là. Donc, 1, 2, 3, 4, ce sera mon mot de passe pour la démo, protégé avec un code SMS. Et je vais également contrôler la durée de vie. Donc, chaque message est encrypté avec des clés de chiffrement différents. Donc, Secure Exchange, on est un peu la version numérique, si on veut, d'un camion blindé. Donc, on assure le transport de l'information et chaque message a une durée de vie. Donc, une durée de vie maximum de 30 jours et un nombre d'ouvertures. Le premier des deux qui sera atteint va provoquer la destruction instantanée des documents sur nos serveurs. Donc, des segments de documents qui sont cryptés auxquels on n'a pas accès. Donc, c'est du chiffrement point à point. Va être détruit, le premier des deux qui va être atteint. Donc, évidemment, on recommande, dans les bonnes pratiques,
de ne pas nécessairement laisser par défaut le 30 jours. Si vous savez que votre interlocuteur va ouvrir le courriel, je ne sais pas, dans les 24 prochaines heures, à ce moment-là, c'est bien de descendre la durée de vie pour limiter la surface d'attaque ou pour limiter la durée de vie du document. Si vous n'avez aucune idée du temps que la personne va prendre pour ouvrir le message, à ce moment-là, vous pouvez le laisser à 30 jours. Et vous faites envoyer avec Secure Exchange. Donc, à ce moment-là, le courriel va être chiffré et va être envoyé à votre interlocuteur. Si vous devez envoyer, par exemple, je vais vous montrer dans quelques instants, on va laisser le temps aux communications d'arriver. Donc, on a une boîte qui est dans Office 365 et une boîte qui est sur nos serveurs de courriel. Si vous devez envoyer, par exemple, un mot de passe par courriel, donc mot de passe, ici, on ne parle pas de pièce jointe ou quoi que ce soit. Donc, bonjour, votre password est 1, 2, 3, 4. Évidemment, vous pouvez le faire, comme je vous dis tantôt, c'est pas l'idée, c'est pas d'envoyer le mot de passe de votre courriel précédent, c'est pas ça l'idée. Mais si vous devez envoyer, par exemple, un mot de passe à l'accès à une plateforme ou quoi que ce soit, à ce moment-là, vous pouvez le faire de cette manière-là. Et c'est à ce moment-là que vous allez protéger le message en entier. Si vous attachez des pièces jointes, les pièces jointes vont être également protégées lorsque vous protégez le message en entier. Encore une fois, vous pouvez protéger avec un code SMS, c'est même recommandé dans ce cas-là. Et vous pouvez réduire la durée de vie. Donc, une fois, une ouverture dans les 30 prochaines minutes envoyée avec Secure Exchange. À ce moment-là, l'information va être protégée tout au long du transport. Il n'y aura pas de copie de votre courriel qui va être fait sur les différents appareils auxquels le tout va passer. Et le courriel va pouvoir être lu seulement une fois. Donc, on va commencer par voir la différence entre les deux. Donc, ici, j'ai protégé le message en entier. Votre interlocuteur va recevoir un courriel de cette manière-là. Donc, on ne peut pas lire le contenu du message. On doit absolument cliquer sur « Lire le message » pour être en mesure de voir le contenu du message. Vous voyez ici la différence avec lorsque j'ai protégé les pièces jointes seulement. Donc, ici, on est en mesure vraiment de lire et de prendre connaissance du courriel et de l'ouvrir lorsque le temps sera opportun. Donc, si, par exemple, je veux ouvrir ce message-là, il a été protégé ici par un mot de passe et un code SMS. On se souvient du mot de passe qui était 1, 2, 3, 4 et le code SMS ici qui est le Donc, vu qu'il y a des délais, je ne vais pas utiliser le code SMS à toutes les fois. Donc, vous voyez ici, la personne est en mesure de récupérer le courriel et de télécharger ses pièces jointes, soit d'un coup ou tout simplement de cliquer sur « Télécharger tout ». À ce moment-là, toutes les pièces jointes vont se télécharger. Donc, c'est la même chose ici au niveau de lire le message. Donc, la personne va tout simplement cliquer sur « Lire le message » et ici, le message va être récupéré de cette manière-là. Je n'ai pas mis de code SMS ou de mot de passe supplémentaire et j'ai autorisé seulement qu'une ouverture. Donc, si je tente d'ouvrir le message une deuxième fois, évidemment, ce message est déjà détruit et n'existe plus. Donc, si jamais vous avez des clients qui vous disent pourquoi j'ai un 403, le 403 est vraiment un accès refusé. Donc, la personne a soit saisi le mauvais mot de passe, le mauvais code SMS ou la durée de vie du message est tout simplement atteinte. Donc, on ne va pas lui indiquer que la durée de vie du message est atteinte ou quoi que ce soit pour des raisons évidentes de sécurité. Donc, on va simplement dire que l'accès est refusé. Vous remarquerez également que vous avez des notifications à toutes les ouvertures. Donc, on voit ici lorsque quelqu'un a récupéré le message qu'on lui a envoyé. Donc, on a vraiment un accusé de réception. Et c'est une fonctionnalité qui est possible d'activer ou de désactiver dans les paramètres, ici en cochant ou en désactivant l'accusé de réception. Aujourd'hui, on ne fera pas le tour de tous les paramètres parce qu'il y en a beaucoup. On va passer énormément de temps. Par contre, on a une base de connaissances très complète sur notre site Web. Je pourrais vous montrer tantôt où l'accéder, qui résume bien l'ensemble des fonctionnalités qui sont disponibles dans le connecteur de Secure Exchange. Certains d'entre vous ont également remarqué la trombone orange ici avec Secure Exchange. Donc, c'est une autre façon de pouvoir attacher des pièces jointes. Il y a deux avantages à attacher les pièces jointes avec la trombone Secure Exchange. Donc, premièrement, vous devez savoir que Secure Exchange permet, avec la licence avancée, d'envoyer jusqu'à 100 MB de documents confidentiels dans un courriel et avec la licence Pro jusqu'à 2,5 GB.
Donc, il y a deux raisons. Donc, si on utilise la trombone ici pour attacher les documents, à ce moment-là, document protégé, lorsque je vais faire envoyer, je ne peux pas envoyer sans sécuriser. Alors que lorsque j'attache les documents avec la trombone normale, donc où que je glisse les documents à l'intérieur du courriel, je peux envoyer sans sécuriser. Donc, j'ai vraiment le choix de sécuriser ou non le courriel. Si j'utilise la trombone, donc si je sais que les documents sont confidentiels et je veux être certain de ne pas me tromper, à ce moment-là, dans les bonnes pratiques, vous devriez utiliser la trombone de Secure Exchange. Elle va vous empêcher de faire une erreur et de ne pas protéger vos documents. Autre chose, c'est qu'il y a une limitation au niveau de Microsoft Outlook à 2 gigs par document attaché. Et vous remarquerez, si vous attachez des fichiers de grande taille, Outlook va avoir tendance un peu à geler. Donc, c'est la raison pour laquelle on a ajouté cette trombone-là. Donc, on a vraiment optimisé l'attachement des pièces jointes et vous allez être en mesure d'attacher facilement jusqu'à 25 gigs. Donc, en libre service ou avec vos partenaires. Donc, on a plusieurs partenaires qui sont connectés avec nous aujourd'hui. Donc, on les salue d'ailleurs. Donc, en self-service, ils sont en mesure de vous débloquer des licences de 2,5 gigs. Par contre, on a des licences et des forfaits qui sont disponibles jusqu'à 25 gigs. Donc, vous allez devoir utiliser cette trombone-là pour attacher des pièces jointes jusqu'à 25 gigs. Et à ce moment-là, vous faites envoyer avec Secure Exchange et votre courriel va être protégé. Vous devez savoir aussi que certaines personnes nous ont fait la remarque que, bon, c'est fatigant de toujours avoir le pop-up de Secure Exchange. Il y en a qui s'habituent, il y en a qui s'habituent moins. Donc, évidemment, vous pouvez désactiver Secure Exchange dans le ruban principal et activer seulement Secure Exchange sur demande. Donc, ici, si je veux envoyer un courriel standard, je n'active pas Secure Exchange pour ce courriel-là. Lorsque je vais envoyer, il n'y a pas d'interaction avec Secure Exchange. Et si j'ai vraiment l'intention d'activer le message, ben à ce moment-là, ici, tout ce que j'ai à faire, c'est activer. Et là, je peux protéger avec Secure Exchange. Même chose ici, vous avez une option avec documents seulement. Donc, si vous souhaitez, si vous envoyez des courriels qui doivent être protégés avec des pièces jointes seulement, donc vous n'êtes pas du type à envoyer des passwords, ben à ce moment-là, on vous recommande d'activer cette option-là. Elle va vous empêcher d'avoir ici le pop-up qui va apparaître lorsque vous envoyez des courriels qui ne contiennent pas de pièces jointes. Et lorsque vous aurez une pièce jointe, à ce moment-là, vous m'excuserez là, pour le sujet et le texte, là, on ne va pas perdre de temps à bien taper. Donc, ici, le pop-up, vous allez avoir une interaction avec Secure Exchange si vous avez activé l'option. Une des options intéressantes également de Secure Exchange, ce sont les journaux. Donc, il y a un horodatage à toutes les fois qu'on va échanger de l'information confidentielle avec un destinataire. Pour accéder aux journaux, vous pouvez les accéder soit directement dans le ruban de Secure Exchange, donc vous faites historique et vous faites obtenir les journaux. Les journaux vont vous permettre de voir différentes informations très pertinentes. Donc ici, on voit à qui, par exemple, est-ce que j'ai envoyé l'information confidentielle. Et on voit également si j'ai pris la peine ou non de récupérer les documents. Donc ici, il n'y avait aucun document, aucune pièce jointe. Et ici, il y avait des pièces jointes. J'ai téléchargé vraiment l'ensemble des pièces jointes et on a vraiment la liste complète des documents qui ont été téléchargés, à quelle heure, à quelle date. Donc, on a des clients, en fait, qui vont utiliser Secure Exchange, même si leurs pièces jointes ne sont pas nécessairement confidentielles, vont utiliser Secure Exchange pour protéger pas pour protéger, excusez, pour avoir l'horodatage, pour avoir la journalisation des éléments qui sont envoyés. Vous devez envoyer, par exemple, des documents à votre client, vous voulez vous assurer qu'il en a bien pris connaissance ou vous voulez savoir à quel moment votre client en a pris connaissance, ça devient vraiment intéressant. L'autre des choses que les journaux vont vous permettre de faire, c'est que supposons que vous envoyez des documents à un tiers, donc mauvais destinataire, par exemple, et que vous faites une erreur. Ça m'est arrivé à quelques reprises dans ma vie de faire envoyer, et là, on va vite, des fois, on ne prend pas le temps de lire, oui, ça paraît de la bonne personne, on fait envoyer, et c'est souvent au moment de faire envoyer qu'on réalise l'erreur qu'on vient de faire. Pas de panique. Si vous avez accès à Secure Exchange, vous allez directement dans les journaux, vous récupérez les journaux, on voit ici le mauvais destinataire, et vous venez double-cliquer ici sur la case,
Et là, ça va vous demander, êtes-vous certain de vouloir empêcher la lecture de ce courriel à ce destinataire? Vous dites oui. Et à ce moment-là, vous venez de provoquer la destruction du message. Votre destinataire va quand même recevoir la pièce jointe, mais lorsqu'il va tenter d'y accéder, évidemment, il va recevoir un accès refusé. Donc, assez pratique pour ce qui est de contrôler la durée de vie, ou même avec la loi 25, maintenant, vous devez, par exemple, remplir un rapport d'incident si vous avez envoyé de l'information confidentielle à un mauvais destinataire. Ben, si vous avez détruit l'information avant même que cette personne-là ait pu en prendre connaissance, pardon, vous allez être en mesure de le voir, dans les journaux, et vous allez être en mesure de contrôler le message et vous assurer que cette personne-là n'a pas eu accès à ces informations-là. Autre élément important, vous voyez ici, j'ai deux Secure Exchange pas deux Secure Exchange, mais deux boîtes courriel dans mon Outlook. Donc, il est possible d'avoir des licences, plusieurs licences pour les boîtes différentes. Donc, vous voyez ici, lorsque je clique sur le inbox de démo, la licence s'active parce que j'ai une licence. Et lorsque je viens ici dans secureexchange.info, je n'ai pas de licence et je ne suis pas en mesure de l'activer puisque je n'ai pas de licence pour cette boîte-là. Donc là, ici, ça conclut la petite démo pour ce qui est de l'envoi de pièces jointes. Maintenant, je communique avec mon client et je dois récupérer de l'information confidentielle d'un tiers. Donc, que ce soit des états financiers, que ce soit au niveau des ressources humaines pour récupérer, par exemple, des photos de permis de conduire ou lorsqu'on est comptable, que ce soit des états financiers, les T4 ou quelconque information. Donc, ici, dans mon scénario, on suppose que Cédric Boivin à secureexchange.info n'a pas de licence de Secure Exchange. C'est le cas d'ailleurs lorsqu'on voit dans Outlook. Donc, enveloppe de retour. Vous lui écrivez un courriel tout à fait normalement. Donc, bonjour, retournez-moi les informations. Et ici, dans le message, vous avez différents onglets. La langue d'interlocution de votre destinataire. Et vous avez l'enveloppe ici de dépôt de documents confidentiels, donc l'enveloppe standard. Et vous avez une enveloppe de carte de crédit. Donc, pour les besoins de la cause, je vais vous montrer ces deux enveloppes-là. Vous faites envoyer. Votre interlocuteur va recevoir un courriel, va avoir un lien, il va être invité à cliquer sur le lien et il peut vous envoyer jusqu'à la hauteur de votre licence. Donc, c'est-à-dire ici, dans le cas d'un dépôt de document standard, peut vous envoyer jusqu'à 2,5 GB par courriel. Donc, c'est la limite de votre licence qui est utilisée. Donc, la personne vient simplement sélectionner les documents et vient vous les faire parvenir directement comme ça. Donc, vous allez les recevoir de manière confidentielle. C'est la même chose au niveau des enveloppes de carte de crédit. Donc, la différence, c'est qu'ici, on a un petit formulaire qui permet de saisir un numéro de carte de crédit. On va faire la validation du numéro de carte. On va s'assurer que la date d'expiration est dans le futur, que le format de date est bon, que le nom est rempli. Et si la personne fait envoyer, bien, vous voyez ici que le 25 du 36, ce n'est pas une date qui est valide. Donc, si, par exemple, j'ai le 11 du 25, je tente d'envoyer, le numéro de carte de crédit est invalide. Donc, vous voyez, prenez en note mon numéro de carte de crédit pour acheter votre prochain véhicule. C'est des blagues, c'est le numéro de carte de crédit d'essai de Visa. Donc, la personne va pouvoir vous envoyer, par exemple, des documents en même temps que le numéro de carte de crédit, tout simplement, et faire envoyer. Donc, vous allez recevoir le tout formaté et crypté dans votre boîte courriel. Un autre type d'enveloppe également qui existe, donc l'enveloppe avancée. Je vais vous montrer le retour dans quelques instants. Donc, l'enveloppe avancée, qui est une nouveauté d'ailleurs, qui n'est pas disponible malheureusement encore sur Gmail. Nos développeurs travaillent à ajouter cette fonctionnalité. Donc, enveloppe avancée va vraiment vous permettre de contrôler la durée de vie. Donc, lorsqu'on vient, pas la durée de vie, pardon, les fichiers qui vont être envoyés. Lorsqu'on vient cliquer sur une enveloppe avancée qu'on fait envoyer, premièrement, on peut protéger l'enveloppe avec un code SMS et on peut également contrôler le type de fichier que notre interlocuteur va devoir nous envoyer. Donc, supposons qu'on ne veut pas avoir
de texte. Pas besoin de m'écrire salut, bonjour ou peu importe. J'ai seulement besoin que tu m'envoies les photos de ton permis de conduire puisque c'est écrit dans le courriel que je t'envoie. Donc, je vais avoir, par exemple, PDF, GIF ou JPEG. Donc, je peux soit choisir, séparer par une virgule, les types de fichiers que je veux avoir ou encore utiliser des éléments qui sont prédéterminés. Et je peux choisir le type d'enveloppe également. Donc, est-ce que c'est une enveloppe de type texte, de type dépôt de document standard ou c'est une enveloppe de type carte de crédit que je veux utiliser? Et là, tout ce qui me reste à faire, c'est envoyer. Donc, mon interlocuteur va recevoir l'enveloppe, va devoir saisir un code SMS pour être en mesure de remplir l'enveloppe et m'envoyer les documents. Cette fonctionnalité-là est disponible seulement avec la licence Pro. Donc, la licence avancée ne va pas vous permettre d'utiliser les codes SMS pour protéger le retour d'enveloppe, l'ouverture de l'enveloppe pour votre destinataire. Donc, ici, on a reçu l'enveloppe qui est avancée. Donc, juste rapidement, je vous montre. Donc, code SMS ici qui vient d'être envoyé. La personne va devoir ici saisir le code SMS. Je sais que je vais rapidement. On a beaucoup de contenu, mais comme je vous dis, le tout va être disponible après pour écouter plus lentement. Donc, ici, on voit les différentes extensions qu'on a autorisées. Donc, je peux envoyer un PDF, mais si j'essayais, par exemple, d'envoyer un autre type de document, à ce moment-là, ce document-là va être refusé. Une autre des fonctionnalités qui vient avec la licence Pro et qui est peut-être méconnue, c'est le retour protégé par code SMS. Donc, vous voyez que lorsque j'ai envoyé une enveloppe à mon interlocuteur, je n'ai pas eu à saisir de numéro de cellulaire. Par contre, le retour est automatiquement protégé par un code SMS. Donc, j'ai besoin de saisir le code SMS qui vient tout juste de rentrer sur mon cellulaire pour avoir accès au retour de l'enveloppe. Donc, évidemment, c'est une bonne pratique. C'est une fonctionnalité qui vient avec la licence Pro. Donc, je vous ai montré comment fonctionnent les envois, comment fonctionnent les retours d'enveloppe. Tous ces éléments-là sont logués dans l'historique d'ouverture, donc autant les retours d'enveloppe que les envois. Une des nouveautés également qui est disponible avec les journaux, c'est vraiment César. Donc, vous avez peut-être entendu parler de César. On va en parler encore un peu plus tantôt, mais je vais tout de suite vous montrer une des fonctionnalités qui est intéressante avec César. Donc, c'est que César va vraiment venir nous permettre de récupérer des courriels qu'on a déjà envoyés à un tiers, à un destinataire, même si on a détruit le courriel, même si on a passé la durée de vie du message. Donc, César, c'est un service qui est installé dans vos infrastructures, dans votre cloud. Ça vous appartient. Et c'est un système de synchronisation. Donc, César, c'est pour Secure Exchange, Send and Receive, et non CESAR, mais bien SESAR. Et ça va vraiment synchroniser l'ensemble des échanges, autant les envois que les retours d'enveloppe, que les signatures. Donc, le tout va être synchronisé dans vos serveurs, dans vos infrastructures, et ça permet vraiment de sélectionner des documents, des messages qui ont été envoyés, de cliquer sur Récupérer. À ce moment-là, une instruction va être envoyée à votre César. Donc, les documents vont être récupérés sur votre serveur à vous. Ça va utiliser les services de Secure Exchange, ça va encrypter le tout et ça va le faire parvenir dans les 5 prochaines minutes à ma boîte courriel protégée par un code SMS. Donc, c'est une fonctionnalité qui vient avec la licence de César. Donc, vous voyez ici, on a un Restore Request qui vient de rentrer et on a les documents ici qui ont été envoyés, qui sont tout simplement zippés ensemble. Donc, je vous montre rapidement. Qui sont zippés. Donc, ça contient vraiment l'ensemble des fichiers, que ce soit des retours d'enveloppe ou des informations que j'ai envoyées. Donc, on a vraiment les fichiers qui sont envoyés, le contenu du courriel et on a également un fichier de manifeste qui est un peu plus technique, mais qui contient vraiment les empreintes digitales de chacun des fichiers qui a été envoyé, la liste des destinataires à qui ça a été envoyé. Donc, vraiment de l'information pertinente pour tout ce qui est conformité. Et vous avez également un rapport qui suit la demande de restauration qui vient et qui vous dit si les documents ont été restaurés avec succès ou non. Donc, ça complète ici pour ce qui est de l'envoi et de la réception. Maintenant, on va parler de signature électronique de documents. Donc, au niveau de la signature de documents,
vous êtes en mesure, avec la licence avancée, d'envoyer, de faire signer des documents à un seul signataire, vous y compris, donc 2 signataires en réalité. Donc, vous pouvez soit faire signer votre destinataire et vous-même signer les documents. Et avec la licence pro, vous avez multi-signataires, donc multi-documents. Donc, signature de documents. Et les signatures sont illimitées et sont incluses dans les licences. Donc, c'est illimité. La seule différence, c'est vraiment pro, multi-signataire, avancé, un seul signataire. Une des fonctionnalités intéressantes qui existent avec Secure Exchange, ça c'est disponible autant dans Gmail que dans Outlook. Si vous ajoutez quelqu'un en CC ou en CCI dans un processus de signature. Donc ici, je vais rajouter ma vraie adresse, donc monadresse.com. Je vais envoyer par exemple une procuration et je vais tout simplement dire que, bon, vous êtes déjà familier d'abord avec cette interface-là. Vous avez la nouvelle option ici de définir les zones de signature. Donc, à même Outlook, vous n'êtes pas obligé d'aller vous connecter dans une plateforme. À même Outlook, vous êtes en mesure de définir les zones de signature pour le document. Donc, le document va ouvrir ici directement dans Outlook. Vous avez le document en question et vous êtes en mesure d'appliquer des modèles que vous avez préalablement configurés dans le portail. On va les voir tantôt. Donc, je pourrais, par exemple, ici, ça ici, c'est un truc une procuration pour le travail et emploi de solidarité sociale. Donc, qui est le mandant, qui est le mandataire. Et là, on va sélectionner les destinataires. On va faire appliquer. Et là, ici, vous voyez, les zones ont été automatiquement placées. Une des nouveautés, c'est que supposons que bon, je me suis trompé de zone, je peux tout simplement dire bon, ben, je veux configurer des zones pour ces Boivin ici à secureexchange.info. Je peux venir cliquer ici sur le petit icône et venir attribuer à cet utilisateur-là des zones qui étaient destinées à un autre utilisateur parce que je me suis trompé, par exemple. Donc, vous voyez là ici, je bascule entre les deux utilisateurs et je viens vraiment configurer les zones. Une autre des fonctionnalités qui est intéressante, c'est que lorsque je suis dans la personne, dans le destinataire à qui je suis en train de configurer les ondes, je peux facilement dupliquer les ondes en double-cliquant tout simplement sur la zone pour les glisser. Donc, ça devient très facile de déplacer et de dupliquer des ondes lorsque vient le temps, par exemple, de créer les ondes de formulaire, que ce soit dans les modèles ou que ce soit directement dans les templates. Donc, vous voyez ici, je travaille avec un modèle, mais je suis quand même en mesure de modifier le modèle même si j'ai appliqué ce modèle-là. Donc là, on va tout simplement détruire les zones pour tout le monde. En fait, on va même annuler tout ça. On va recommencer pour vous montrer là, comment ça fonctionne. Donc, je recommence, vu que j'ai montré quand même quelques fonctionnalités d'un coup. Donc, on va réappliquer le modèle ici. Et là, tout ce qui me reste à faire, c'est appliquer. Et là, vous voyez, j'ai une personne ici qui est en CCI, donc c'est Secure Exchange secureexchange.com et le point info qui est la personne qui doit, elle, signer. Lorsque je vais faire envoyer, la personne qui est en copie ou en copie conforme va recevoir une notification comme quoi elle va recevoir une copie finale des documents lorsque tous les signataires auront signé le document. Je vais vous montrer ce que la personne va recevoir en copie conforme. Puis je vais vous montrer également ce que la personne va recevoir lorsque signé. Donc, vous voyez ici, ça, c'est cboivin à secureexchange.com reçoit une copie. Donc, ça dit ici que souhaite s'informer qu'il y a des destinataires qui sont en train de signer un document. On peut télécharger le document qui va être assigné, mais ce document-là n'est pas assigné. Et ici, la personne qui doit signer le document va simplement signer le document qui lui est propre, qui lui est assigné. Donc, j'avais déjà préalablement rempli dans le modèle toutes les informations. Donc, à l'aide des flèches ici, on peut naviguer au travers des différentes zones. On peut taper notre nom pour la signature, tout simplement tracer avec la souris sur mobile ou encore téléverser une image de signature si vous en avez une. On fait « J'ai signé ». On peut laisser la personne peut laisser un commentaire, excusez, ou non, finaliser.
Vous devez comprendre que le processus de signature Secure Exchange est un processus séquentiel, c'est-à-dire que chaque signataire va signer un après l'autre. Donc, si j'ai, par exemple, 10 signataires, à ce moment-là, le premier va recevoir le courriel et lorsque le premier a signé, le deuxième reçoit et ainsi de suite jusqu'à la fin. Pourquoi c'est fait comme ça? Parce que même notre processus de signature est un processus de signature chiffré point à point. Donc, on n'a jamais accès au document qui est en cours de signature, ce qui fait en sorte qu'on ne peut pas prendre les signatures de tout le monde, les fusionner tous ensemble et vous donner un document final comme le fait les autres plateformes. Donc, il y a d'autres plateformes en ligne qui sont en mesure de fusionner ou de paralléliser le processus de signature. C'est un bon indicateur pour vous faire comprendre que ces firmes-là ont accès aux documents que vous êtes en train de signer. Donc, moi, personnellement, quand je signe des documents, la plupart du temps, le contenu est confidentiel et peu importe la certification que détient ou qu'on détient, qu'on soit SOC 2, ISO 27001, ça n'enlève pas le fait que on ne souhaite pas, en tout cas moi, je ne souhaite pas que mon interlocuteur soit en mesure de lire le document. Lorsque je parle de l'interlocuteur, je parle bien du serveur ou des services d'un tiers qui pourrait avoir accès à ces documents-là. Donc, mon démo vient ici signer à son tour. Donc, j'avais coché la case comme quoi je devais signer le document. Je vais simplement ici remplir le code SMS. Pourquoi un code SMS est automatiquement appliqué? Parce que c'est configuré que les retours d'enveloppe sont automatiquement protégés par un code SMS. Donc, à ce moment-là, même mes signatures sont automatiquement protégées par un code SMS. Ça vient avec. Donc, signature de démo. Et je fais utiliser, signer. Et là, comme je suis le dernier signataire, les 3 personnes vont recevoir la copie du document qui est signé de tous. Et lorsque je parle des 3 personnes, je parle bien de démo, secureexchange.info et la personne qui était en CC. Et s'il y avait des personnes en CCI, ils recevraient également une copie des documents, mais on ne le verrait pas ici à l'écran. Donc, la personne ici, comme secureexchange.com, a bel et bien reçu une copie des documents qui est complétée. Et c'est la même chose ici, donc protégé par un code SMS. Et mon signataire, donc mon client, a lui aussi reçu une copie du document qui est protégé par Secure Exchange. À ce moment-là, la personne est en mesure de télécharger le document. Et vous voyez ici, si on ouvre le document, le document est bel et bien rempli avec l'information des 2 signataires. Et pour chaque signataire, donc secureexchange.info, il y a un certificat de signature qui est ajouté à ce document-là. Donc, c'est la même chose pour démo à Secure Exchange. Donc, vraiment, il y a un certificat de signature. Et quiconque a le document entre les mains est en mesure de cliquer ici sur le lien dans le PDF ou d'aller directement sur notre site web pour valider le document qu'il y a entre les mains. Donc, ici, la personne qui a le document entre les mains, a simplement à prendre le document et le passer dans le validateur de documents. Et vous voyez ici qu'on a l'empreinte digitale, l'ADN, si vous voulez, du document qui est validé. Donc, on a l'organisation pour qui ça a été signé. On a à savoir si c'est la dernière version et vraiment si c'est quoi les dates qui ont été signées. Donc, quiconque a ce document-là entre les mains est en mesure de le faire signer, de le valider, pardon. Ce qui est important de comprendre, c'est que c'est une validation par ADN du document. Donc, si votre client, par exemple, ferait une photocopie de ce document-là, donc il pourrait le modifier, pourrait faire des choses avec, donc impression ou un print, ce n'est pas le document original. Donc, ce n'est pas parce que c'est une image ou une copie que ce document-là serait valide. Donc, lorsqu'on parle du document original, on parle vraiment de celui qui a été reçu par Secure Exchange. On peut faire des copies de ce document-là, mais on doit vraiment partir de ce document-là pour que celui-ci soit valide. Vous voyez, j'ai fait une impression du document et ce document-là ne sera pas valide puisque son ADN a changé. C'est pas vraiment une copie, c'est vraiment le document a été recréé à l'aide d'un autre outil, donc ce document-là n'est pas valide. Mais si je fais des copies du document original, il n'y a aucun problème, ce document-là
va demeurer valide tout au long du processus. Donc, je vous ai montré comment configurer, comment envoyer, comment recevoir, comment signer des documents PDF, comment utiliser des modèles. Maintenant, on va passer au portail. Donc, dans le portail, vous avez accès justement à différentes options. Donc, lorsque vous êtes administrateur de votre compte, vous avez accès à différentes options. Si vous avez un partenaire, vous avez probablement accès à moins d'options. Vous pouvez demander à votre partenaire d'ajouter des licences, etc. Donc, mais vous avez quand même accès à votre compte. Votre compte va vous permettre d'avoir, entre autres, avec la version Pro, le suivi des signatures. Donc, le suivi des signatures va vous permettre vraiment de voir quelles sont les signatures qui sont en cours. Donc, comme c'est un processus séquentiel, bien, vous voyez ici que j'ai un document qui a été signé par SecureExchange.info, mais qui est en attente de démo. Donc, en ce moment, on peut envoyer un rappel à cette personne-là. Donc, on n'est pas en mesure de régénérer le lien pour le réinviter à signer, mais on peut lui envoyer un rappel. Petit scoop et nouveauté, une fonctionnalité César s'en vient pour être en mesure de régénérer un nouveau lien et de reprendre le processus de signature où il a été abandonné. Donc, dans ce cas-là ici, on pourrait reprendre le processus de signature à partir d'ici. Et ce, même si la durée de vie du message de 30 jours a été expirée. Donc, l'information va être récupérée à partir de votre César et le processus de signature va être continué. Donc, ça, c'est une mise à jour qui devrait voir le jour d'ici la fin de l'année. Donc, on va vous aviser par courriel, évidemment, lorsque cette mise à jour-là aura lieu. Donc, ça va être une fonctionnalité très intéressante. Lorsqu'on envoie un rappel, eh bien, vous voyez ici, la personne reçoit un courriel et ça lui dit tout simplement hey, tu as un document dans ta boîte courriel qui est en attente de signature. Ça va lui donner le sujet du courriel, ça va lui donner de qui est-ce que ça vient, la date, le sujet, même le nom du fichier. Donc, votre interlocuteur pourrait même chercher dans sa boîte courriel avec l'ADN du fichier ici. Il devrait être en mesure de retrouver facilement le courriel en question qui est en attente de signature. Bon, je dis facilement, mais évidemment, bon, pas si facilement que ça. Je l'ai peut-être détruit. Il est ici. Bon, il est ici. Bon, il est ici. Pourquoi il ne l'a pas trouvé? Là, il va falloir que je contacte Microsoft. Ça, c'est la joie des démos. Mais en principe, il aurait dû le trouver. Donc, bref, il permet vraiment de lui indiquer l'information, qu'est-ce qui est à signer et qu'est-ce qui est en attente de documents à signer. Donc, ça ici au niveau du suivi des signatures. Pour ce qui est de explication, OK, oui, au niveau de votre compte, encore une fois, bon, vous aviez accès au suivi des signatures. Vous avez accès également à vos journaux directement en ligne. Donc, vous vouliez y accéder, par exemple, sur votre cellulaire lorsque vous avez un César Restore, ça devient intéressant de pouvoir ici, à partir de votre cellulaire, par exemple, vous connecter à votre compte, vous avez besoin de récupérer un document que vous avez déjà échangé, vous n'avez pas votre laptop, bien, vous pouvez récupérer à partir de votre cellulaire directement ici de l'information qui a été échangée. Donc, tout simplement en cliquant sur récupérer et en cochant. Ou vous avez tout simplement accès à vos journaux pour voir qu'est-ce qui a été échangé. Vous avez accès également à la destruction d'un message. Donc, via le portail, vous avez vraiment accès à toutes les fonctionnalités que vous avez directement à partir des journaux dans votre Outlook. Je vous ai parlé tantôt de rester informé, donc de recevoir les infolettes. Si vous souhaitez recevoir les infolettes, dans votre profil, vous avez ici le petit A commercial bon, qui vous permet d'avoir accès. Bon, je viens d'être déconnecté. Désolé. Vous allez voir comment on peut se connecter ici à Secure Exchange. Donc, vous rentrez le code. Vous allez recevoir un courriel de connexion. Donc, courriel de connexion. À ce moment-là, vous cliquez sur Connecter. Tout est fait. Ça vous permet de vous montrer le Two-Factor Authentication en même temps qui peut être activé sur votre profil. Ça fait d'ailleurs partie des bonnes recommandations. Et lorsque vous êtes connecté, donc pour activer le double facteur, vous venez ici l'activer. Vous devez saisir votre numéro de cellulaire ici directement dans votre profil.
Et ça ici, c'est l'option pour la licence Pro, protéger les retours d'enveloppe avec avec un code SMS. Et je vous parlais tantôt des listes. Donc, si vous voulez rester informé, donc vous pouvez soit le faire avec les nouvelles en français ou en anglais, ou vous abonnez aux quatre, mais là, vous allez recevoir les communications en français et en anglais. Donc, ça ici, c'est au niveau du profil de l'utilisateur. Vous avez également accès à la gestion des modèles de signature. Donc, je vous parlais tantôt des différents modèles au niveau de la signature. Comme on ne stocke aucun document chez nous, tout est crypté point à point pour afficher les modèles. Donc, vous voyez, les modèles sont déjà là. Mais même si j'essaie, par exemple, d'afficher le modèle de procuration, je n'ai pas le document. Vous devez avoir en votre possession le document PDF en question. Donc, vous le chargez. Le document est lu client-side, donc c'est-à-dire que on n'envoie pas le document sur le serveur. Donc, si je charge, par exemple, la procuration, le document est lu par votre navigateur, affiché par votre navigateur, et à ce moment-là, je peux afficher les zones sur mon modèle et venir tout simplement les modifier. Donc, je pourrais déplacer mes zones, je pourrais créer une nouvelle zone, par exemple, troisième signataire, faire ajouter, et à ce moment-là, dessiner des zones pour ce signataire-là, dupliquer les zones en double-cliquant, soit ici sur le petit carré de déplacement pour les zones de texte ou pour tout autre type de zone directement dans la zone. Et là, ce que je vais faire, sauvegarder, je peux soit mettre à jour le modèle ou en créer un nouveau. Et ce modèle-là va être accessible directement dans Gmail et ou Outlook. Si jamais vous ajoutez des modèles directement dans le portail et que votre Outlook est ouvert, un petit truc, vous venez ici dans l'onglet Secure Exchange et vous venez cliquer ici sur Licence valide Pro. En cliquant ici, ça va rafraîchir vos modèles, ça va rafraîchir vos permissions. Donc, si le modèle n'est pas disponible dans Outlook au moment où vous allez faire la signature, c'est que vous avez probablement ajouté le modèle entre-temps et vous devez rafraîchir les permissions et les modèles tout simplement en cliquant ici. Donc, ceci complète la portion gestion des modèles de signature. Comment ajouter des licences à votre organisation? Soit évidemment en passant par votre partenaire ou tout simplement en passant par la gestion des licences et achats. Donc, vous avez peut-être remarqué qu'on a modifié un peu l'interface des licences. Donc, il y a trois types de licences. La licence Eco avancée et Pro. Eco qui ne permet aucun envoi de documents. La licence avancée qui permet des documents à 100 MB et la licence Pro qui permet 2,5 GB multisignataire avancée, un seul signataire. Vous avez les boîtes partagées également. Donc, boîtes partagées, ce qu'il faut comprendre, c'est que par adresse courriel, on autorise l'activation de 2 appareils pour la licence standard. Au-delà de 2 appareils, vous devez tomber dans une boîte partagée. Donc, pour les boîtes de type info, de type syndic, de type partagé, donc vous avez plusieurs utilisateurs sur une même boîte. À ce moment-là, vous devez acheter des boîtes partagées. Ça l'autorise 5 appareils par boîte partagée. Si vous devez avoir plusieurs boîtes, plusieurs accès supplémentaires, donc au-delà de 5, vous devez acheter des activations supplémentaires et les attribuer à cette licence-là. Je vais vous montrer comment on procède dans quelques minutes. Vous avez également les licences d'API qui ont sensiblement les mêmes fonctionnalités que les fonctionnalités par utilisateur, à l'exception près qu'il y a un nombre limité de messages, d'un nombre limité de messages SMS et un nombre limité de messages envoyés par mois. Et vous avez la licence de César qui va vraiment vous permettre d'appliquer le César Restore, d'avoir la synchronisation sur vos organisations pour des fins de conformité et pour vos ordres professionnels, entre autres. Donc, on a à penser, par exemple, aux cabinets comptables qui ont des ordres, aux cabinets légaux qui ont des ordres également. Donc, vous devez garder des traces de tout ce qui est échangé. Donc, oui, les logs sont des traces, mais César vous permet d'avoir une copie des documents vraiment qui est échangé. Et cette information-là peut être conservée, chiffrée sur vos infrastructures à l'abri
de l'exposition Internet, par exemple, que va vous donner une boîte courriel qui pourrait être exposée en permanence sur Internet. Vous avez également un détail des licences achetées et disponibles dans le bas de cette page-là, donc dans le bas de la gestion des licences achats. Donc, à partir d'ici, vous pouvez facilement attribuer la licence à une personne. Donc, toute licence peut être attribuée, sauf les activations supplémentaires. Donc, on ne peut pas donner des activations supplémentaires par cette interface-là. Je vais vous montrer dans quelques instants pourquoi. Par contre, on pourrait donner des activations partagées à un utilisateur. Donc, on voit ici qu'on a deux utilisateurs qui ont une boîte partagée. Donc, on va voir comment aller attribuer des activations supplémentaires à ces boîtes partagées-là. Donc, on doit aller dans la gestion des utilisateurs. On recherche notre utilisateur en question. Et en cliquant ici sur le petit ruban ici va nous dire le nombre de licences partagées qui restent disponibles, donc des activations extra. Donc, on se rappelle qu'on en a 5 de base pour une licence partagée. Donc, on voudrait, par exemple, ajouter 7 activations pour cette licence-là. Et vous avez simplement à cliquer sur sauvegarder. Et maintenant, cette licence-là a 2 extra activations, donc 2 activations supplémentaires. Si vous voulez voir qui est activé, vous pouvez cliquer ici sur le petit bonhomme et dans Connexion, vous allez avoir la liste des personnes qui sont connectées. Donc, dans ce cas-là, ce n'était pas un très bon exemple. On va aller sur Démo. Donc, Démo, je sais qu'on est quelques-uns à l'utiliser. Donc, vous voyez que Jonathan utilise Démo. Donc, on voit ici les connexions. Donc, si je voudrais, par exemple, retirer ou empêcher la personne de se connecter pour plein de raisons, je pourrais venir ici tout simplement supprimer et la personne ne sera plus en mesure d'envoyer des courriels à partir de Secure Exchange. Évidemment, si elle a encore accès à la boîte courriel, elle va pouvoir réactiver sa licence, mais ça me permet vraiment de contrôler des accès, par exemple, d'un utilisateur qui a quitté l'organisation. Donc, je pourrais tout simplement venir ici supprimer. Vous avez également accès à différentes informations dans le profil de chaque utilisateur, donc en tant qu'administrateur. Donc, vous avez accès, par exemple, au nombre de messages restants, la date du dernier envoi. Vous pouvez modifier le type d'utilisateur, donc utilisateur standard ou administrateur, et vous avez accès aux informations de base. Vous avez accès au code de pays. Donc, le code de pays, c'est vraiment le code que vous allez, lorsque vous envoyez un courriel et que vous avez ici dans Outlook la fenêtre de code SMS. Donc, code de pays, faites envoyer et on coche ici, vous avez le code de pays. Donc, c'est le Canada, ici dans mon cas, le +1. Si par exemple, je suis en Europe, je pourrais marquer ici +33 et ce sera des numéros, ce sera la France qui va être sélectionnée par défaut. Si par exemple, je suis au Maroc, ça pourrait être +212. Donc, à ce moment-là, ce sera le drapeau du Maroc et je n'aurai pas à rentrer le +1 à toutes les fois pour changer le pays avec lequel le code SMS doit interagir. Vous avez également le fuseau horaire pour les logs et tout ça. Donc, c'est la même chose. Donc, si je suis à l'étranger, aux États-Unis, je suis dans l'Ouest canadien ou encore en Europe, à ce moment-là, je peux choisir mon fuseau horaire et mes logs vont s'afficher dans le fuseau de mon time zone à moi. Pour ce qui est de la gestion des utilisateurs, ça couvre pas mal l'essentiel de ce que vous devez savoir au niveau des bases. Vous avez également accès à la gestion d'entreprise pour activer et personnaliser la marque blanche. Donc, on fait un audit de toutes les organisations qui nous demandent d'activer la marque blanche. Donc, vous avez vu ici que demo@secureexchange.com va permettre justement d'avoir accès lorsqu'on vient cliquer, par exemple, sur lire le message. Vous voyez ici, on a démo, on a le logo qui apparaît. Donc, ça, c'est la marque blanche. Pour activer cette marque blanche-là, vous devez ici demander un sous-domaine. Donc, le sous-domaine, ici, dans ce cas-là, c'est vraiment demo@secureexchange. Ce sous-domaine-là doit avoir un lien avec votre organisation. Vous ne pouvez pas demander Pepsi ou Apple, par exemple, à moins que vous soyez Pepsi ou Apple. Mais vous devez vraiment avoir un lien, une connotation avec votre organisation pour demander le sous-domaine. Il n'y a pas de frais supplémentaires. Dès que nous, on active ça de notre côté et qu'on a fait l'audit, à ce moment-là, c'est activé et la marque blanche
entre en fonction. Vous avez également accès à modifier ici l'entête en français ou en anglais de votre site web. Donc, bienvenue dans l'environnement Lab. Vous allez pouvoir le faire là. Donc, il y a des gens, par exemple, qui vont mettre des patterns, des patrons de mots de passe avec tous les messages. Donc, ils vont expliquer, par exemple, dans l'entête, le patron. Exemple, vous utilisez les 4 derniers numéros de votre cellulaire, suivi des 3 numéros de votre dossier client, suivi des 4 de votre code postal. Bon, là, j'exagère, mais si vous avez une formule, ben, il y a certains clients qui utilisent cette entête-là pour faire ça. Vous avez également accès ici à changer votre logo pour la marque blanche et vous pouvez gérer vos modèles. Donc, il y a différents courriels qui sont envoyés à vos clients. Donc, vous pouvez soit visualiser la personnalisation, donc la barre bleue, les couleurs. Donc, on voyait tantôt dans la gestion d'entreprise qu'on pouvait paramétrer les couleurs. Donc, vous allez avoir un aperçu ici et vous pouvez vraiment venir changer les textes de différentes notifications directement dans la gestion des textes. Donc, vous pouvez le faire en français et en anglais, donc personnaliser chacun des deux éléments. Vous avez également accès à la facture et rabais pour télécharger vos factures ou vous les envoyer par courriel. Donc, vous avez accès à des rabais. Wow! Nous autres, on a accès à un rabais de 99 %. Ça, c'est rare. Mais c'est ici également que vous allez pouvoir annuler l'abonnement ou changer votre carte de crédit si jamais vous recevez une notification qui vous indique que votre carte de crédit, par exemple, va expirer. Vous avez, élément très important, lorsque vous venez de créer votre organisation ou que vous avez, par exemple, un deuxième domaine, vous allez devoir, par exemple, ici, vous voyez, j'ai secureexchange.com, vous pourrez avoir secureexchange.info. Donc, je veux ajouter secureexchange.info pour ajouter une licence. Donc, bon, vous voyez, il est déjà pris par une autre organisation, donc je ne peux pas l'ajouter. Donc, vous devez l'ajouter. Ici, si c'est pris par une autre organisation, automatiquement, vous allez être bloqué. Ce domaine-là ne peut pas être pris par une autre organisation. Et lorsque vous ajoutez le domaine, ben, nous, on doit s'assurer que ce domaine-là vous appartient pour éviter que vous voliez justement le domaine d'un autre. Et pour ce faire, en ajoutant le domaine, vous avez un petit crochet jaune qui apparaît. En cliquant sur le crochet, vous allez devoir aller dans vos DNS, parler avec votre équipe de TI pour ajouter vos DNS. Et à ce moment-là, un record SE_validation de type TXT doit être ajouté dans vos DNS. Une fois que c'est fait, vous venez vérifier l'enregistrement DNS et une fois que c'est validé et approuvé, à ce moment-là, vous allez être en mesure d'ajouter des utilisateurs directement dans la gestion des utilisateurs au bas complètement ici. Donc, nom, prénom, adresse courriel en lien avec ce que vous venez d'ajouter ou tout simplement importer des nouveaux utilisateurs. Vous allez être en mesure de le faire seulement lorsque votre domaine sera approuvé. Je vois qu'il reste 8 minutes. J'ai couvert pas mal de stocks. Je sais que j'ai été très rapidement. Il y a également des règles de domaine. Donc, ça, c'est vraiment des fonctionnalités avancées qui vont vraiment permettre de configurer à votre organisation, par exemple, des règles pour dire, bon, ben, moi, quand j'envoie, par exemple, à secureexchange.com, avec des fichiers, par exemple, je veux rendre obligatoire à mes utilisateurs l'utilisation de Secure Exchange. Donc, c'est obligatoire aussitôt qu'un destinataire va utiliser Secure Exchange, va envoyer au domaine secureexchange.com, Secure Exchange va être forcé d'être utilisé lorsque des fichiers sont actifs, sont ajoutés dans le courriel. Cette fonctionnalité-là est disponible seulement sur Outlook, n'est pas disponible encore dans Gmail. Je vais terminer là-dessus. On ne va pas voir les rôles et permissions et les clés contextuelles. Pour le moment, je crois qu'on a géré beaucoup de matériel. Je vais laisser un peu de temps peut-être à Jonathan. Je ne sais pas si Jonathan, il y avait des questions qui ont été posées durant le webinaire qu'on pourrait divulguer à tout le monde. Ben oui, certainement. Puis merci beaucoup, Cédric. Ça fait 7 mois qu'on travaille ensemble. J'en apprends encore toujours. Là. Il y a une très grande profondeur à Secure Exchange, puis c'est fascinant de voir ça. Fait que oui, il y a quelques questions. Je vais te poser. La plupart, je leur ai répondu directement, mais
au bénéfice de tout le monde. Fait que la première, c'est est-ce possible d'automatiser l'envoi de mots de passe? D'automatiser l'envoi de mots de passe, oui, ben, par le SDK, en fait. Donc, si vous avez une licence d'SDK, vous pouvez télécharger notre librairie de SDK directement sur NuGet. Donc, vous allez devoir faire un peu de programmation, mais Secure Exchange est fait pour être intégré dans vos systèmes et on a accès à toute la documentation directement ici ou encore à des exemples de code qui vont vous permettre de réaliser ça. Donc, oui, c'est possible de le faire, mais à ce moment-là, ça vous prend vraiment une licence d'API. Et dans le cas des mots de passe, ça prendrait la licence d'API ECHO. Donc, la licence d'API ECHO, je ne me souviens pas des prix par cœur, je crois que c'est 16 par mois, là, qui est ici, donc 16 par mois. Donc, Parfait. ça ne vous Deuxième permet pas question. d'envoyer de... Oui, vas-y. Si le destinataire n'a pas de cellulaire, peut-on inscrire son numéro filaire? La raison pourquoi je l'ai gardé, celui-ci, c'est qu'on s'est déjà parlé qu'il existe des solutions externes, par exemple, à Secure Exchange, mais peut-être tu veux élaborer un petit peu sur ça. On regarde pour 2023 pour avoir une autre solution, peut-être une application à télécharger que le destinataire pourrait télécharger, pourrait faire un peu comme avec le Google Authentication ou des choses comme ça. Il faut voir, mais en ce moment, non, ce ne serait pas recommandé d'utiliser le numéro filaire. Il y a certaines compagnies qui vont traiter les codes SMS au niveau filaire, donc ils vont recevoir un appel et le numéro SMS va être vocalement indiqué, mais on ne peut pas assurer et garantir que toutes les compagnies filaires vont supporter ça. Donc, ça ne pourrait pas être une recommandation de notre part. Excellent. Prochaine question. Si je dois envoyer un document confidentiel à un client et qu'il doit me le retourner complété, est-ce que c'est possible de faire tout ça dans un seul envoi? C'est possible de le faire, en fait, si le document doit être complété en format PDF. À ce moment-là, vous pourriez utiliser le mode signature, si on veut. Donc, il y a moyen d'avoir de créer des boîtes de texte. Je ne l'ai pas montré tantôt. Donc, ça m'ouvre la porte peut-être à montrer ça très brièvement ou très rapidement. Donc, je vais prendre, par exemple, je crois que j'ai peu importe, là, je vais aller très vite, là, mais supposons que j'ai une personne ici comme ça. Donc, je pourrais lui demander de compléter de l'information. Évidemment, si ce n'est pas trop complexe. Donc, à l'aide de ma souris, je peux tracer des ondes et sélectionner, par exemple, ici, j'ai besoin que ce soit du texte et le champ est requis. Donc, je pourrais créer ces éléments-là et lui faire remplir, par exemple, le dit formulaire et tout simplement faire appliquer et lui envoyer. Et ça va embarquer dans le processus de signature, mais la personne n'aura pas à télécharger le document pour le remplir. Donc, tout ça va se faire dans un seul et même envoi. Sinon, il est possible d'envoyer des documents en pièces jointes, OK, et d'envoyer une enveloppe en même temps. Donc, je pourrais, par exemple, envoyer un document en pièces jointes ici et lui envoyer une enveloppe. Donc, à ce moment-là, l'utilisation de Secure Exchange va être requise pour télécharger le document et la personne va pouvoir cliquer pour retourner. Sinon, il y a plein d'options, vous voyez. La personne, puis là, je ne veux pas perdre personne, là, fait que je ne veux pas trop en mettre, mais sinon, la personne peut répondre. Je ne l'ai pas montré tantôt, mais lorsque la personne ouvre un document, s'il peut finir par arriver, j'essaie de me dépêcher parce que je regarde le temps qui file, mais la personne peut répondre et en répondant, elle peut attacher des documents. Donc, sur le message initialement envoyé ici, donc la personne vient tout simplement comme ça et la personne peut répondre et en répondant, elle peut vous répondre et attacher ses pièces jointes. Donc, plusieurs options. À vous de choisir. Vous avez le choix des armes. Excellent. Il y avait une autre question qui était aussi très intéressante, c'est serait-il possible d'appliquer un modèle à l'ensemble des documents d'un même courriel d'un seul coup? Par exemple, Ouais. on a une vingtaine de factures à faire signer et puis on les envoie tous dans un courriel. Est-ce que c'est possible de faire l'application de ça? J'ai pensé un petit peu aussi à un cas d'usage qu'on a avec un client là, que peut-être auquel tu peux élaborer. Oui, en fait, c'est une question qui nous a déjà été posée. C'est quelque chose d'intéressant. Il faut voir comment on va l'appliquer parce que ceci impliquerait de mettre tout le monde en CC ou en CCI. Et là, la fonctionnalité de CCI envoie une copie aux personnes qui sont en signature. Donc, c'est une question très intéressante qui nous a été posée et ça fait partie des éléments qui sont dans notre backlog pour 2023. En ce moment, ce n'est pas possible de le faire.
mais on est une entreprise québécoise, comme vous le savez, donc on est très à l'écoute de nos clients et c'est en nous demandant ce genre de fonctionnalité-là, on est très ouvert à faire évoluer notre produit pour répondre à vos besoins. Donc, c'est quelque chose qu'on va considérer dans la prochaine année. Puis excuse-moi, là, j'ai manqué un petit peu ta réponse parce que je regardais une nouvelle question qui était rentrée. Mais est-ce que tu as aussi expliqué, avec notre API, on est quand même capable d'automatiser. Donc, s'il y a vraiment des factures ou des documents qui reviennent souvent, c'est possible aussi d'automatiser ce processus-là Tout grâce à fait. à… Tout à fait. À l'aide de l'API, il est possible de récupérer les modèles, de les appliquer sur un modèle. D'ailleurs, on a un très beau cabinet comptable. On a un beau use case qui va sortir bientôt, qui a 100% automatisé ses processus, notamment pour la période d'impôt. Donc, on va le partager avec vous lorsque on va sortir ce use case-là, mais ils ont vraiment fait 100% de la boucle et tout remonte dans le système et 100% est automatisé. Donc, un use case vraiment très, très, très intéressant avec eux. Bien, c'est parfait, puis ça complète les questions. Et puis, on est justement à l'heure. Donc, merci beaucoup, Cédric. Encore une fois, merci beaucoup à tout le monde de vous être présenté en si grand nombre. Comme j'ai dit, je vais mettre la vidéo sur YouTube, sur notre channel, donc on va l'envoyer à tous. Alors, merci encore pour votre temps.